Bonjour à tous. Donc voilà, donc je suis Marie-Claire Artaud-Beauté, je suis la coordinatrice de la biobanque NeuroCEB que je vais vous présenter et comment on en est venu à travailler ensemble et quel est l'intérêt pour les malades et pour la recherche. Alors, donc la biobanque NeuroCEB, c'est un réseau national de dons de tissus post-mortem pour la recherche, de tissus neurologiques, essentiellement donc le cerveau et la moelle épinière. C'est une biobanque, c'est un centre de ressources biologiques. En fait, ce sont des collections d'échantillons humains qui sont mis à disposition des chercheurs qui mènent des projets de recherche sur les maladies que l'on étudie. Notre biobanque, elle existe en fait depuis 2006, mais elle a changé de structure en 2016 et actuellement sa structure est à moitié associative et à moitié hospitalière. L'association, c'est l'association NeuroCEB, qui est une association d'associations dont sont membres en fait donc des associations de malades et fondations de recherche que je vais vous lister après. Et le CRB, ça veut dire Centre de ressources biologiques. Donc là, ce sont les collections d'échantillons elles-mêmes, donc qui sont sous la tutelle de l'assistance publique Hôpitaux de Paris et en l'occurrence à la Pitié-Salpêtrière, groupement hospitalier Sorbonne Université. Et donc l'ensemble, donc association plus centre de ressources biologiques, constitue la biobanque NeuroCEB. Donc, on a une structure inédite en France, moitié associative, moitié hospitalière. Donc, on a établi une convention. Ce n'est pas simple tous les jours de faire travailler tout cela, mais on y arrive gentiment. Et surtout, ça nous permet, en fait, ça a permis aux associations de malades qui initialement supportaient toutes seules la charge de l'ensemble du réseau, que ça soit un petit peu partagé donc par les structures publiques. Nous sommes certifiés depuis 2010. Alors initialement c'était une norme française qui s'appelle le NFS 96900, blabla, et on est en cours de migration vers une autre norme. C'est pas complètement anecdotique. C'est un label en fait qui permet aussi de travailler avec d'autres biobanques dans le monde. Et si un chercheur n'importe où dans le monde vient nous demander des échantillons, bien il sait qu'il trouvera la même qualité que dans les autres biobanques et qu'il y a quand même une certaine régularité à avoir et une standardisation de ce qu'on met à disposition des chercheurs. Alors, actuellement, donc l'association NeuroCEB regroupe 7 associations membres. Et je pense qu'il y a certains logos qui vont que vous allez reconnaître, puisqu'il y a déjà trois associations qui sont membres de la filière 4, pardon, je peux apprendre à compter, 4 associations fondations de recherche qui sont membres de la filière Brain Team, donc France CEP, connaître les syndromes cérébelleux, France DFT et PSP France notamment, et à côté de cela, donc on a des associations qui représentent des maladies qui sont un peu moins rares, France Parkinson, Vaincre Alzheimer et l'ARSLA pour la sclérose latérale amyotrophique. Donc ça, ce sont les associations qui sont membres. À côté de cela, on a des partenariats, et notamment on a un partenariat avec une petite association qui s'appelle Cadasile France, et qui est donc voilà. Bonjour Madame Surjou, donc avec laquelle on a un partenariat, donc qui n'est pas membre, mais avec laquelle on a un partenariat, donc pour faire les prélèvements de donneurs atteints de cas d'asile qui se seraient inscrits. Et en termes de partenariat, donc depuis cette année, donc on a le partenariat avec la filière Brain Team. Donc, je pense que Sophie va en parler un petit peu après. Voilà. Moi, je vais essentiellement vous parler de notre fonctionnement. Donc notre équipe, elle est petite et pourtant on est un réseau national. Donc moi-même, donc je coordonne la partie réseau côté association. Je suis en contact avec les patients et avec leurs familles. Je suis en contact avec les cliniciens et avec les associations membres. Ma collègue donc Sabrina, qui elle est la responsable de la partie CRB, donc la gestion des collections des échantillons, qui elle est en relation donc avec les chercheurs, avec les comités scientifiques. Elle et moi, donc, on se partage une astreinte, 7 jours sur 7 pour l'organisation des prélèvements. Je vais vous dire juste après comment ça fonctionne. Et on est en relation donc avec un réseau de neuropathologiques qui sont les médecins neuropathologistes ou légistes qui font les prélèvements en France. Et donc, vous voyez ce réseau. Donc, on travaille avec 14 centres hospitaliers en France.
dont le CHU d'Angers, donc où ont lieu les prélèvements, puisque nous intervenons sur l'ensemble de la France métropolitaine. Et donc, comment ça marche? Alors, comment ça marche? Au départ, donc il y a un donneur et ses proches, des associations de malades. Nous, on a un site web, on a des brochures, on a des éléments de communication. Il y a aussi les neurologues et les gériatres qui commencent à nous connaître. Et donc, les associations, ou alors notre site web, ou alors neurologue gériatre, donc mettre la brochure à disposition dans leur cabinet, par exemple, ou donc on nous trouve sur notre site web, et les personnes apprennent donc qu'on peut donner son cerveau, sa moelle épinière, pour la recherche. Les donneurs, s'ils sont intéressés, eh bien vont me contacter. Et donc moi, je vais leur expliquer l'ensemble de la procédure, ce que je suis en train de vous faire là. C'est souvent soit par téléphone, soit par email. Je vais leur envoyer un questionnaire médical, donc un petit questionnaire qui est tout simple. Ils n'ont pas besoin de voir un médecin pour ça, mais qui va nous permettre de savoir s'ils sont bien dans les pathologies que l'on étudie et si il n'y a pas une pathologie à côté qui pourrait gêner, parce que faut pas oublier que c'est pour la recherche. Donc les chercheurs ont des besoins sur un certain nombre d'échantillons, de pathologies, et donc même si certaines personnes sont extrêmement généreuses, veulent donner leur cerveau, mais qu'on sait que les échantillons ne serviront jamais à la recherche, nous, on ne souhaite pas avoir d'échantillons qui dorment dans nos congélateurs. C'est pas le but. Le but, c'est que ça serve à la recherche et que ça fasse avancer la recherche. Donc, ça nous oblige à être un petit peu discriminant. Il faut pas le prendre comme quelque chose de négatif, mais plutôt, on souhaite aider la recherche au mieux de ce qui est nécessaire. Voilà. Donc, notre médecin coordinateur regarde si c'est bon. Dans la grande majorité des cas, c'est le cas. Dans ce cas-là, je vais envoyer un formulaire de consentement, donc qu'on remplit de son vivant, où on dit je veux donner mon cerveau, ma moelle épinière et éventuellement d'autres tissus pour la recherche. On va lister les échantillons qu'on accepte de donner, et je veux bien donner pour la recherche, et je veux bien que dans le cadre de ces recherches, il y a un peu de recherche génétique. Ça, c'est une obligation légale, on est obligé de le demander. Et je veux bien que, ou je ne veux pas, que lors de ces recherches, il y ait des partenariats avec l'industrie. Alors, je fais une petite pause à cet endroit-là, parce qu'en général, il y a une forme de diabolisation de la recherche en partenariat avec l'industrie. En fait, faut pas se leurrer, l'argent, c'est les laboratoires pharmaceutiques qui l'ont. Ce sont eux qui vont développer des nouvelles méthodes de diagnostic, ce sont eux qui vont développer des médicaments. Et donc, faire un partenariat avec l'industrie, ça veut dire que la recherche publique et la recherche industrielle donc vont collaborer pour aboutir au développement de cette nouvelle méthode de diagnostic, de ce nouveau médicament. Donc, c'est utile. C'est utile concrètement pour les malades, et c'est quand même au final le but de notre démarche. Donc, il s'avère que dans la grosse majorité des échantillons qu'on distribue, ça va à la recherche publique, à des organismes comme l'INSERM, le CNRS, les hôpitaux universitaires, etc., ou l'Institut Pasteur. Enfin bon, on a pas mal de chercheurs qui travaillent dans ce type d'organisme. Mais il arrive qu'il y ait des partenariats avec l'industrie pour le développement en particulier, ou des tests sur certains médicaments à des stades précoces du développement du médicament. Donc le consentement est rempli, vous me posez toutes les questions que vous voulez, enfin les donneurs, les familles me posent toutes les questions qu'ils souhaitent, et donc me le retournent, et ensuite donc ils vont recevoir en retour un dossier dans lequel il y a les instructions qui seront à suivre au moment du décès du donneur, et une carte de donneur qu'ils pourront avoir donc dans leur portefeuille. Voilà. Et à partir de là, il peut se passer des années et des années, parce qu'il y a certaines maladies qui ont des évolutions très longues. Il peut se passer des années et des années. Donc, j'ai régulièrement des petits coups de fil pour savoir est-ce que ça marche toujours, vous êtes toujours là, oui. Donc, on fait le point et on fait des petites actualisations parfois des dossiers. On va aussi aller interroger le neurologue, le gériatre, le médecin traitant qui suit la personne, parce qu'on a besoin de son dossier clinique, de son histoire. L'histoire de sa maladie, parce que en fait, il y a des maladies qui ont des symptômes similaires, mais qui ne donnent pas le même diagnostic. Et ça, on va s'en rendre compte après le décès, en regardant le cerveau. On va se dire, le neurologue avait déterminé que c'était une certaine forme de démence, et en fait, c'en est une autre.
Et ça, on le voit en regardant le cerveau, en regardant les lésions dans les neurones. On va se dire, ah bah on pensait que c'était une démence à corps de Lévy. Non, mais en fait, c'est, je dis n'importe quoi, une dégénérescence lobaire frontotemporale. Là, j'ai vraiment dit n'importe quoi. Mais il y a des différences parfois qu'on voit et qui vont nous permettre d'avoir le diagnostic final. Sur un certain nombre de pathologies, on sait de quelle maladie il s'agit, mais sur d'autres, le diagnostic n'est que présumé du vivant de la personne, et c'est que l'examen du cerveau après le décès qui va permettre de savoir quelle est cette maladie. Et pour cela, il faut faire le prélèvement. Donc, au moment du décès du donneur, selon les instructions qui ont été reçues dans le dossier, donc nous, on est appelés, comme je vous disais, on assure une astreinte 7 jours sur 7 en journée, y compris les week-ends, les jours fériés. Et une fois qu'on est prévenu, on va regarder où la personne est décédée et on va contacter le neuropathologiste, le légiste de notre réseau, qui est le plus proche géographiquement. On va contacter une société de transport avec laquelle on travaille, donc qui va se charger de transporter le défunt, la défunte, du lieu du décès vers ce centre de prélèvement. Et ce transport doit se faire dans les 48 heures qui suivent le décès. Ça, c'est la réglementation funéraire. On n'a pas le droit de transporter un corps sans cercueil au-delà de 48 heures après le décès. Le prélèvement va avoir lieu. Et ensuite, nous, on va ramener ensuite la personne vers l'endroit que la famille va nous indiquer, et la famille va pouvoir aux funérailles exactement comme elle le souhaite. Là, j'attire votre attention sur ce point-là. C'est différent d'un don du corps. Le don du corps à la science, dont vous avez peut-être entendu parler à la faculté de médecine, qui est pour l'enseignement de l'anatomie aux étudiants en médecine. Donc, ce n'est pas la même finalité. Nous, c'est pour la recherche. Le don du corps, donc à la science, à la faculté de médecine, c'est le corps est conservé par la faculté de médecine. Et éventuellement, il y a des espèces de petites funérailles qui sont faites, et la famille, parfois, sous certaines conditions, peut récupérer les cendres, mais ce n'est pas du tout la même démarche. Et la famille, normalement, ne pourvoit pas aux funérailles. Et autre point, les centres de don du corps ne sont pas coordonnés en réseau. Ils ont chacun leur propre fonction, leur mode de fonctionnement. C'est pas du tout la même finalité, de toute façon. Donc, on ramène le corps là où la famille nous l'indique. Si on est toujours dans ce délai des 48 heures après le décès réglementaire, on peut ramener le corps sans cercueil de la même façon qu'on a fait le transport aller. Par contre, au-delà de 48 heures après le décès, on va être obligé, il va falloir que la compagnie de pompe funèbre choisie par la famille vienne au centre de prélèvement pour faire la mise en bière sur place, et le corps repartira en cercueil. Ça, malheureusement, c'est la réglementation funéraire. Et la problématique, en fait, c'est que nous, on n'a pas assez de médecins pour faire les prélèvements les week-ends et jours fériés. Et donc, parfois, ça repousse le prélèvement, et ce qui fait qu'on se retrouve à dépasser ce délai fatidique de 48 heures. Évidemment, au moment du décès, nous, la coordinatrice d'astreinte, ma collègue Sabrina, donc on interroge les différentes parties prenantes pour savoir dans quel ordre les choses vont se faire. Et si jamais ça crée des difficultés parce que le centre de prélèvement est à 300 km, que la famille peut pas se déplacer pour revoir la fermeture du cercueil, etc., on peut tout à fait tout annuler avant qu'on commence les démarches, bien entendu. Alors, le prélèvement se fait. Si le prélèvement se fait, déjà il se fait. La première étape, c'est une démarche légale qui s'appelle l'interrogation du registre national des refus. Donc ça, c'est un registre qui est tenu par l'agence de biomédecine, sur lequel n'importe quelle personne peut dire non, je ne veux pas qu'on me prélève. Alors, il s'avère que nous, on fait signer un consentement du vivant de la personne. Donc, ça ne m'est encore jamais arrivé. Ça fait quand même depuis 2007 que je coordonne ce réseau, qu'une personne ait signé un consentement, mais aussi qu'elle soit inscrite sur le registre. Donc, ça serait évidemment pas cohérent. Ce registre, en fait, souvent, il est fait vis-à-vis des dons pour greffe. Alors, les greffes, je pense que vous voyez à peu près ce que c'est. Donc, c'est pour soigner une personne qui est atteinte d'une maladie. On va prendre des organes sur une personne qui est en arrêt cérébral. Donc, le cerveau s'est arrêté. Les organes fonctionnent encore pendant quelques minutes, et là, on va pouvoir prélever le cœur, les poumons, les reins, etc., pour aller soigner une personne malade. Ce don pour greffe, en fait, c'est un consentement par défaut. C'est-à-dire toute personne est considérée comme donneuse, à moins de s'être inscrite sur le registre national des refus. Concrètement, en vérité, les médecins, quand il y a un prélèvement pour greffe qui est possible, ils vont demander aux proches, est-ce que vous savez si votre proche voulait donner ses organes, etc. Et on va demander leur accord, il faut qu'ils soient partie prenante.
Évidemment, un médecin n'ira jamais on s'en fiche que vous soyez pas d'accord, on va le faire parce qu'on a le droit, la personne s'était pas inscrite. Jamais un médecin ne fera ça, c'est évident. Enfin, on est humain, tous les médecins, voilà. Mais donc c'est un consentement présumé par défaut. En théorie, le nôtre aussi, c'est-à-dire le consentement pour la recherche, ça serait aussi un consentement par défaut. Sauf que déjà nous, on veut cibler certaines maladies. Donc, on veut pas prendre tout venant des personnes qui disent il vient de mourir, je lui donne ses organes pour la recherche. Donc non, ça va pas être possible. On cible certaines maladies. Et de deux, le consentement génétique dont je vous parlais tout à l'heure, pour faire des études qui décryptent les gènes de la personne, ça c'est obligatoire qu'il ait été donné. Ce consentement a été donné du vivant de la personne. Donc au final, tout ça, et en plus on veut avoir l'assurance d'avoir des données cliniques et les avoir réunies avant. Donc au final, nous on a trouvé plus simple de réunir, d'avoir le consentement du vivant de la personne. En plus, ça se passe beaucoup mieux au moment du décès en termes d'organisation. Et aussi, on veut la participation pleine et entière des familles aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que notre exigence à nous en interne, c'est que le consentement ait été donné du vivant de la personne. Le prélèvement a lieu, donc on va prendre le cerveau et pour certaines pathologies la moelle épinière et parfois d'autres tissus si la recherche le demande. Parfois, par exemple, sur certains troubles parkinsoniens, par exemple, il y a des explorations au niveau du système digestif ou des choses comme ça. Donc on peut être amené à prendre aussi du tissu musculaire, donc à prendre certains autres tissus avec l'accord préalable du donneur et de la famille. Les prélèvements, une fois qu'ils sont effectués, ils sont anonymisés. Quand on donne des échantillons à un chercheur, il n'y a pas le nom de la personne dessus. Ça, jamais. Voilà. Voilà. Et après, donc, je vais revenir sur le diagnostic neuropathologique, donc qui permet de préciser le diagnostic précis du malade. Donc, le neuropathologiste renverra ce diagnostic, je vais revenir dessus après, qui va le donner au neurologue qui suivait le patient, et là, le neurologue pourra éventuellement informer la famille de votre proche avait cette maladie-là. Si c'était une maladie où on n'était pas sûr du diagnostic ou le diagnostic était présumé du vivant, le neurologue qui suivait le patient pourra en informer la famille. Alors, donc comme je vous disais, donc on fera pas de prélèvement s'il n'y avait pas de consentement recueilli du vivant. Selon les circonstances de décès aussi, on peut être amené à finalement ne pas faire le prélèvement. Une personne, par exemple, qui ferait une hémorragie cérébrale massive et le cerveau serait envahi de sang, nous, au niveau du cerveau, après, le cerveau serait très abîmé et on pourrait pas l'utiliser pour la recherche. Donc, parfois, les circonstances de décès font qu'on ne va pas faire le prélèvement. Il peut y avoir aussi d'autres difficultés administratives ou logistiques, et ça, c'est au cas par cas au moment du décès, mais quand même, dans la majorité des cas, on fait le prélèvement. Alors, nous avons recueilli un cerveau avec ses deux hémisphères. Il y a un hémisphère donc qui va être destiné donc à préciser le diagnostic. Comme je vous disais, on a une maladie possiblement présumée du vivant de la personne, et donc il va être fixé dans un produit qui se rapproche du formol, et donc échantillonné selon des zones cérébrales précises. Donc il va être destiné donc à faire le diagnostic. L'autre hémisphère, donc lui, va être aussi échantillonné selon des zones cérébrales précises qui correspondent aux besoins selon la maladie. Donc les échantillonnages pour une CEP ou pour une MSA ou pour une ataxie cérébelleuse vont pas être les mêmes parce que les zones cérébrales affectées par la maladie ne sont pas les mêmes. Ça va être congelé et donc ça, ce sont ces prélèvements qui sont destinés à la recherche. Les échantillons, comme je vous disais, sont anonymisés et sont transportés donc vers le centre de ressources biologiques dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui est localisé à la plateforme de ressources biologiques de la Pitié-Salpêtrière. Donc où il y a une grande salle avec des congélateurs à moins 80 degrés qui vont permettre donc de conserver ces échantillons dans des bonnes conditions. Donc ce sont les échantillons donc qui sont prélevés dans les 14 centres de prélèvement, donc qui sont amenés au CRP.
Voilà, et donc on fait aussi des tests d'innocuité des échantillons, parce que parfois il y a certaines maladies infectieuses, et notamment tout ce qui est maladie liée au prion, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, c'est peut-être un nom que vous avez déjà entendu. En fait, nous ne travaillons pas sur la maladie de Creutzfeldt-Jakob. C'est une maladie qui a une surveillance obligatoire, donc il y a un réseau de surveillance qui est aussi à la Pitié-Salpêtrière, mais nous ne prenons pas d'échantillons s'ils ont été infectés par la maladie de Creutzfeldt-Jakob, parce qu'il y a un trop gros risque infectieux pour les autres échantillons, mais aussi pour le personnel. Il faut une infrastructure particulière. Voilà. Voilà. Alors, nous avons donc les échantillons dans les congélateurs. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors ça, c'est la finalité de notre réseau, c'est la recherche. Donc vous voyez une porte ouverte de congélateur là-haut. Donc déjà, toutes ces ressources biologiques, bon, elles sont référencées dans une base de données. Actuellement, on est en train d'en changer, mais donc référencées dans une base de données. Sous la haute vigilance donc de ma collègue Sabrina, et qui reçoit donc des demandes d'échantillons de la part des chercheurs. Donc ils remplissent un projet de recherche qui va être bien décrit, où ils vont dire ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils en attendent. Et un comité scientifique donc va regarder ce projet, et il y a un devis de préparation des échantillons CITI qui va être établi. C'est-à-dire, les échantillons, c'est du vivant, ça ne se modèle pas. Ça, c'est la loi française. Par contre, la préparation des échantillons, l'échantillonnage, le conditionnement, certains prétests, aussi, il y a des moments, il y a des chercheurs qui veulent non pas des morceaux de tissu, mais qui veulent de l'ADN. Ben là, on fait les extractions d'ADN, on leur donne l'ADN. Donc, toutes ces préparations, elles peuvent être dédommagées. On demande un dédommagement. Alors, ce dédommagement, il faut être très clair. Si il compensait entièrement les coûts d'obtention des échantillons, aucun chercheur ne pourrait avoir d'échantillons. Ça serait beaucoup trop cher pour eux. Donc, nous, c'est un tout petit dédommagement qui nous permet de survivre, de soulager un petit peu, soulager un peu la PHP et nous de nous permettre, voilà, d'acheter un petit peu de matériel. Voilà. Donc, on leur présente ce devis qui doit être accepté donc par l'équipe de recherche. Il y a un MTS, ça veut dire Material Transfer Agreement, c'est globalement un contrat qui est établi entre le chercheur et l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour la mise à disposition de ces échantillons. Et après, donc, les échantillons sont préparés et remis aux chercheurs. Les chercheurs, par ce contrat, donc s'engagent à nous faire un retour de leur recherche. Alors ça, c'est très important, parce que ça va permettre à l'hôpital, mais aussi aux associations de malades et fondations de recherche qui nous soutiennent, de justifier, de valoriser le financement qu'ils nous donnent. En particulier pour les associations, dire voilà, avec ce qu'on a donné au Neuroceb, tels résultats de recherche ont pu être obtenus. Et donc, on demande aux chercheurs de nous faire des résultats, des retours déjà sur est-ce qu'ils ont été contents de la qualité des échantillons, est-ce que leurs recherches se sont bien passées, et est-ce qu'il y a eu des publications scientifiques de fait avec. Et donc ça, lors des assemblées générales, des conseils d'administration que l'association Neuroceb fait avec ses associations membres, on fait des retours, ou sur demande, on vous fait des retours, donc des publications qui sont faites grâce aux échantillons. Actuellement, voilà, le Neuroceb, alors là, c'est des chiffres extrêmement généraux, juste pour vous donner un ordre d'idée de où on en est. On a plus de 3000 donneurs inscrits, toutes pathologies confondues, y compris ceux qu'on sait être décédés et qui ont été prélevés. Et il y a actuellement encore à peu près 2000 consentements de personnes non décédées, donc possiblement prélevables. On a 80 à 100 nouveaux consentements par an qui entrent. On a prélevé plus de 900 cerveaux, plus de 900 cerveaux. On a plus de 30 000 échantillons disponibles pour la recherche, parce que comme je vous ai dit, les hémisphères sont échantillonnés, qui couvrent une bonne quinzaine de maladies neurodégénératives. On a déjà cédé plus de 10 000 échantillons pour la recherche depuis 15 ans d'existence, donné des échantillons à plus de 250 projets de recherche, et j'ai refait le compte, on est à 15 articles scientifiques ont été publiés grâce aux échantillons du Neuroceb. Une petite idée des pathologies qu'on a actuellement
Alors, c'est un petit peu détaillé et il y en a d'autres. La liste n'est pas complètement à jour, mais ça vous donne une idée des pathologies sur lesquelles on travaille. Et puis surtout, il y a une ouverture grâce à la filière Brain Team et donc une ouverture vers de nouvelles pathologies qu'on pourra accepter. On a quand même discuté qu'on va rester donc sur des maladies neurologiques, hein, donc pas psychiatriques, donc plutôt vraiment de la sphère neurologique, qui touchent le système nerveux central de l'adulte. Voilà. Donc ça donne quand même une ouverture vers pas mal de maladies, sachant qu'il y a certaines maladies de vos associations qui sont déjà prélevées. Hein, je pense aux atrophies multisystématisées, aux dystonies notamment, qui sont des pathologies qu'on accepte, qu'on prend déjà en fait, et qui sont simplement financées par France Parkinson ou par d'autres associations de malades. Le gros manquement là-dedans, par exemple, c'est la maladie de Huntington, puisque jusqu'à maintenant, on n'avait pas encore réussi à collaborer avec Huntington France ou d'autres associations. Mais je peux vous dire que là, depuis qu'on a commencé notre partenariat avec Brain Team, j'ai déjà enregistré plusieurs consentements de malades atteints de Huntington. Et donc, ça va nous permettre aussi d'assurer aussi via par rapport aux autres biobanques au niveau international. Donc comme ça, les chercheurs français n'ont pas besoin d'aller chercher des échantillons de Huntington à l'étranger, quoi. Voilà, soyons. Alors qu'on peut le trouver en France. Voilà. Voilà, voici nos contacts à ma collègue pour le CRB et à moi-même. Alors, à savoir que nous avons des supports donc à disposition des associations de malades et à disposition des neurologues aussi. Donc, on a notamment une petite brochure, j'en ai ramené quelques-unes, une affiche aussi, et donc on peut vous les mettre à disposition si vous avez besoin pour communiquer en interne dans vos associations. Et je vous remercie.